Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour Gilles. Bonjour Mickaël. Alors Gilles Blistin, tu es moniteur fédéral, tu es candidat moniteur national et puis surtout tu es instructeur Seidmund. On va parler du Seidmund et je dois t'avouer que quand on m'a proposé de faire un sujet sur le Seidmund pour le podcast Octopus, je me suis dit mais de quoi va-t-on bien pouvoir parler ? Eh bien lors de la préparation de cet épisode, on a passé combien de temps au téléphone ? 1 heure à peu près. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire. Alors tout d'abord, le Seidmund, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Seidmund, c'est une manière de plonger où au lieu de mettre les bouteilles sur le dos, on va les mettre sur le côté. Donc, on porte les bouteilles en latéral, side mount. Qu'est-ce qui fait que tu es passé au Seidmund ? Alors, c'est la curiosité au départ. J'ai fait un Erasmus en 2012 au Mexique et j'ai eu l'occasion à ce moment-là de plonger en cénote et j'avais vu des mecs avec des bouteilles sur le côté. Je me dis, mais ils sont fous, qu'est-ce qu'ils foutent ? Et puis je les vois, ils ont l'air super stables et super hydrodynamiques. Je me dis, waouh, ça claque. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai commencé à revoir des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux, à me renseigner un petit peu. Et puis je me dis, mais ça a l'air pas mal, il y a l'air d'y avoir vraiment un intérêt à ça, peut-être même en dehors de la plongée souterraine. Et donc, quand je suis retourné au Mexique en 2015 pour mon plaisir, pour voyager, continuer de visiter le pays et plonger, impossible de passer par le Mexique sans plonger, évidemment, je me suis dit, je vais en profiter, je vais faire une formation Seidmund. Là-bas, c'est un peu la Mecque du Seidmund. Et j'ai fait ça avec un instructeur qui malheureusement n'exerce plus aujourd'hui, qui est franco-espagnol et qui avait même développé son propre harnais Seidmund. Donc, c'est dire s'il en connaissait un morceau. Et le jour où j'ai fait ma première plongée Seidmund, ça a été la révélation, presque autant que le jour où j'ai respiré sur un détendeur pour la première fois. Alors moi, quand tu me parles de Seidmund, donc de bouteilles sur le côté, je pense tout de suite à plongée technique. Alors, ça vient de la plongée technique, de la plongée souterraine pour être exact, mais c'est accessible à tous les plongeurs, loisirs et sportifs. Il n'y a pas besoin d'être un plongeur tech aguerri, ultra formé pour pouvoir plonger en Seidmund. Mais pourquoi donc va-t-on plonger en Seidmund ? Alors la première raison que certains trouveront, c'est que c'est super classe, ça passe bien en photo, mais ça peut aussi être beaucoup plus pragmatique. C'est hyper confortable, surtout au niveau du dos. Donc il y a beaucoup de gens qui arrivent au Seidmund suite à des problèmes de dos et qui ont pu continuer à plonger grâce au Seidmund, alors qu'ils n'auraient plus su porter une bouteille sur le dos. Il y a des personnes qui se mettent au Seidmund pour progresser en plongée technique, notamment en plongée souterraine. Et puis, il y en a qui trouvent ça simplement amusant et confortable. Donc ce n'est pas uniquement pour la spéléo ou les plongées sur épave Alors, se prête très bien à la plongée spéléo et aux plongées sur épave, parce que ça permet de se faufiler dans des étroitures où on ne pourrait pas rentrer avec une bouteille sur le dos, puisqu'on peut décrocher très facilement sous l'eau sa bouteille tout en continuant à respirer et en restant en sécurité. Et donc, au final, ça permet de se faufiler dans des étroitures en plongée souterraine, sur épave, et c'est dans les grottes que la plongée Seidmund est née en fait. En Angleterre, à peu près au début de la plongée, il y avait quand même déjà des gens qui faisaient de la spéléo sèche, qui rencontraient des plans d'eau, qui voulaient savoir s'il y avait un siphon, pas un siphon, et donc ils accrochaient une bouteille comme ils pouvaient sur leur harnais d'escalade avec un Mistral à l'époque, et puis le matériel a évolué évidemment, mais c'est parti de harnais d'escalade sur lesquels on accrochait des bouteilles pour passer à siphon. Et puis avec le temps, ça a progressé, les harnais se sont améliorés, ça a toujours été à ces époques-là des harnais vraiment faits à la main, chacun son harnais. Et puis, c'est dans les années 90, 2000 et surtout vers 2010 que ça a vraiment pris son essor et où il y a eu de plus en plus de marques qui ont proposé des harnais dédiés Seidmund pour la plongée. Alors, tu l'as dit, ce n'est pas que pour la plongée technique, pour la plongée loisir, donc ce n'est pas uniquement pour des personnes qui ont des problèmes de dos ou qui doivent se faufiler dans des boyaux ou des étroitures dans des épaves, mais j'imagine qu'il y a d'autres avantages. Il y a énormément d'avantages. Alors, le premier, c'est qu'on l'a dit, c'est très confortable, on peut se faufiler. Le deuxième, c'est que quand on a des problèmes de dos, on peut fractionner le portage et choisir des bouteilles qui sont petites et légères. Ce qui permet évidemment d'épargner son dos quand on porte son matériel.
Et puis surtout, dans l'eau, c'est d'une souplesse et d'un confort inimaginable. On est proche des sensations qu'on aurait en piscine sans bouteille sur le dos en fait. Parce qu'on n'a rien de rigide au niveau du dos. On a le lestage qui va être réparti sur la sangle dorsale de manière optimale et qui va permettre une stabilité dans l'eau qui va être très facile et on va atteindre une position horizontale très facilement grâce au side mount, grâce à la possibilité qu'on a de répartir au mieux les masses sur le corps du plongeur. Et comme les bouteilles ne sont pas sur nos dos mais sur nos flancs, sur les côtés, leur masse est aussi beaucoup plus proche du centre de gravité naturel du plongeur et donc garder son équilibre, garder sa position est beaucoup plus facile. Tu me parles de sensations équivalentes à des plongeurs sans bouteille en piscine. Oui. Ça, c'est de l'apnée, ça. Alors, il y en a qui vont jusqu'à dire qu'on retrouve des sensations de liberté proches de celles de l'apnée. Je ne suis pas un apnéiste aguerri, donc je ne me permettrai pas de pousser la comparaison aussi loin que ça. Mais en piscine, on a régulièrement des bouteilles de petite taille, notamment les bouteilles pour les enfants qui font entre 5 et 8-10 litres maxi. Et quand on a cette possibilité d'avoir une toute petite bouteille et de pouvoir être très libre de ses mouvements, c'est quelque chose là qu'on va vraiment retrouver en side mount, puisqu'on n'a rien de rigide dans le dos. On va choisir des bouteilles qui sont légères, qui ne vont pas nous gêner. Et c'est ça qui est vraiment génial. Alors, moi, je m'imagine avec 2 bouteilles de part et d'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'hydrodynamisme ? Est-ce que c'est pas plus compliqué ? Au contraire. En fait, tes bouteilles, elles vont être le long de tes côtes, juste en dessous de tes aisselles. Et donc, elles vont être vraiment dans l'alignement de ton corps, cachées par tes épaules, on va dire, quand tu es à l'horizontale. Et donc, tu vas être encore plus hydrodynamique que quelqu'un qui aurait une bouteille sur le dos. Et c'est pas un petit peu compliqué, notamment par rapport à la sécurité ? Alors, en termes de sécurité, ça demande évidemment d'être correctement formé, de s'entraîner suffisamment pour être à l'aise avec le matériel, comme n'importe quel plongeur qui apprendrait à utiliser un nouveau matériel. Quand on commence à plonger en étanche, il y a toujours un temps d'adaptation. Il y a d'ailleurs un brevet de qualification qui peut être passé à la LIFRAS. Mais est-ce que c'est vraiment compliqué ? Non, on a quand même des détendeurs avec des manomètres, des inflateurs, des bouteilles, un volume qu'on va gonfler qui nous sert de stab, mais qui n'a pas la forme d'une stab habituelle, mais tout est pareil, mis autrement. C'est même très sécurisant quand on est en plongée en eau froide, parce qu'on va avoir 2 bouteilles totalement séparées, avec un accès direct. En voyant l'accès au robinet, on peut les manipuler, les maîtriser et donc gérer, par exemple, un givrage très facilement en plein hiver, sans devoir mettre fin à la plongée. Oui, donc en cas de givrage, si j'ai bien compris, c'est toi qui gères la fermeture. Absolument. Et l'ouverture de la bouteille un peu plus tard, en espérant que le détendeur se soit un peu réchauffé. C'est ça. Tu nous parles aussi d'un équilibre qui est peut-être plus facile, ou en tout cas une stabilité peut-être plus maîtrisable qu'avec une bouteille dans le dos. Est-ce que ça peut servir aux photographes, par exemple ? Alors, oui. Parce que comme on est très stable, qu'on est stable dans toutes les positions, puisque la répartition des masses de notre matériel est proche de notre centre de gravité naturel, on va pouvoir facilement garder une position horizontale, sur le ventre, sur le dos, sur le côté, la tête en bas, les pieds en l'air, ou inversement. Et donc, ça va être très facile pour le photographe, pour autant que son appareil ne soit pas trop lourd, de garder une position stable pour faire une photo. Ceci dit, il ne faut pas perdre de vue que si on fait une photo de la tête en bas, il y a un moment où on risque peut-être d'être déséquilibré parce qu'on est concentré aussi sur notre photo. Mais de manière générale, ça va beaucoup aider. Et ce qui va beaucoup aider aussi le photographe et le plongeur de manière générale, c'est qu'on va pas mal travailler certaines techniques de palmage qui sont plus orientées plongée tech, mais qui sont très très pratiques dans n'importe quelle plongée. C'est-à-dire quelle technique de palmage ? Le palmage grenouille, le frog kick, le palmage en arrière, le back kick, qui permet de faire vraiment une marche arrière sans devoir faire demi-tour. Le palmage hélicoptère, qui va nous permettre de pivoter horizontalement sur un axe et donc de pouvoir nous repositionner soit par rapport à un binôme, à un objet, à un récif, sans aller le cogner. Et en fait, la perception qu'on a de son matériel et de son environnement, c'est quelque chose sur lequel on va mettre un gros accent en plongée side mount et en plongée technique de manière générale, parce que ça fait partie de la plongée en elle-même et de la sécurité du plongeur, d'être conscient de lui-même, de son environnement et de ses binômes. On y reviendra un peu plus tard aussi en parlant de la formation, justement. Alors, tu nous as dit que pour toi, l'avantage principal, c'était d'attirer l'attention, si j'ai bien compris. Maintenant, il y a peut-être quand même un peu des inconvénients. Alors, il y a quand même quelques inconvénients. Le premier, c'est qu'on doit porter ses bouteilles avec les mains hors de l'eau et que donc, forcément, on n'a pas les mains libres pour ses palmes ou
son appareil photo. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient majeur, ce qui fait que c'est assez rare en Zélande, par exemple, qu'on voit des plongeurs side mount, parce que forcément, quand on doit passer des digues et marcher 300-400 mètres avec des bouteilles en main, c'est pas très confortable. En dehors de ça, le deuxième inconvénient majeur, c'est que ce sont 2 bouteilles. Et donc, comme pour un bi, il y a 2 épreuves à payer. Et à l'inverse d'un bi, comme les bouteilles sont séparées régulièrement en fonction des centres de plongée, on est parfois obligé de payer 2 gonflages. Est-ce que c'est facile pour un plongeur qui a beaucoup d'expérience, qui a déjà beaucoup de plongées, de se mettre au side mount? Ça dépend très fort des personnes. Alors, de mon expérience d'instructeur, j'ai eu des plongeurs très expérimentés qui ont eu énormément de facilité, mais j'ai aussi un certain nombre de plongeurs très expérimentés qui ont eu du mal avec les plongées de formation. Pas parce que ce qu'ils apprenaient était compliqué, mais parce qu'ils avaient plongé pendant peut-être 40 ans avec une bouteille sur le dos et qu'ils avaient des réflexes et des habitudes qui étaient tellement ancrées qu'au moment de désapprendre ces habitudes pour en apprendre des nouvelles, ça a mis du temps et ça a été compliqué au point que l'un ou l'autre, au bout de plusieurs plongées de formation réussies, validées, brevets homologués, s'est retrouvé à pratiquer sans jamais sentir totalement à l'aise avec la configuration et a fini par revenir à une configuration bouteille sur le dos. À côté de ça, j'ai eu des candidats side mount moniteurs avec quelques centaines de plongées ou même des 2-3 étoiles avec 150-200 plongées qui ont appris très facilement et très rapidement tous les nouveaux gestes techniques spécifiques au side mount. Et il y en a quand même toute une série, puisque forcément, matériel situé totalement différemment, il faut rebâtir une sorte de mémoire musculaire et des réflexes liés à la position de notre matériel pour qu'évidemment, on puisse plonger en sécurité. Toi-même, personnellement, tu plonges alternativement avec une bouteille sur le dos ou en side mount ou... Je dirais que je plonge au moins les 2 tiers du temps en side mount et un petit tiers en bouteille sur le dos. Dans des contextes particuliers, les contextes où je mets une bouteille sur le dos sont très limités. Ce sont les plongées baptême, par souci de miroir avec le candidat qui ferait sa première plongée. En Zélande, comme je l'évoquais, si on plonge sur des sites qui sont moins bien équipés en termes d'escalier et de mise à l'eau, et où la marche d'approche est un peu longue, c'est plus confortable d'avoir une bouteille sur le dos parce que c'est moins fatigant en termes de portage. Et puis pour les formations moniteur fédéral, moniteur national, où là, par souci de nouveau de miroir avec les candidats et de ne pas leur proposer trop de difficultés non plus dès le début, là, je mets un bi-bouteille sur le dos. Alors on a parlé avantages, on a parlé inconvénients, on a un petit peu parlé de matériel, mais on peut peut-être en parler un petit peu plus. Bon, on a déjà compris, il faut 2 bouteilles, mais concrètement, de quoi a-t-on besoin? Alors on a besoin évidemment des 2 bouteilles, typiquement des bouteilles pas trop lourdes, qui permettent un confort maximum en plongée side mount, puisqu'on va chercher une certaine neutralité au niveau de nos bouteilles. Il nous faut des détendeurs, et là, à peu près tous les détendeurs peuvent convenir. Il suffit d'adapter, parfois simplement avec quelques coudes, quelques raccords et la longueur des flexibles pour que tout se mette bien, et ça marche. On peut aussi choisir des détendeurs qui sont plus orientés, plongée technique entre guillemets ou side mount avec des tourelles pivotantes, comme chez Scuba Pro avec le Mark 25, le Mark 19, le Apex DST ou XTR par exemple. Et puis après, il va nous falloir un harnais spécifique dédié au side mount. Pour revenir sur les bouteilles, Gilles, il faut des bouteilles avec un matériau particulier? Est-ce qu'on part sur des bouteilles très légères en carbone ou alu ou... Alors, on peut utiliser toutes sortes de bouteilles. Certaines se prêtent mieux au side mount que d'autres. C'est-à-dire qu'une bouteille qui va être très lourde, typiquement une bouteille acier 300 bars par exemple, va potentiellement être assez inconfortable sous l'eau parce qu'elle va pendre très fort et donc elle sera très difficile à manipuler et par exemple à positionner devant le plongeur, qui est une technique qu'on apprend en formation et que l'on peut utiliser pour se faufiler dans une étroiture. À côté de ça, on a des bouteilles qu'on va retrouver un peu partout dans le monde dans les destinations touristiques, des bouteilles en alu, très communes, très pratiques, avec entre guillemets l'inconvénient quand on en a 2, que c'est relativement encombrant à manipuler hors de l'eau. Résultat des courses, moi je trouve que le meilleur compromis, c'est des bouteilles en acier léger, typiquement 12 litres, 12 kilos, 10 litres, 10 kilos, ou 8 litres et demi, 8 kilos et demi. Moi, c'est ce que j'ai. C'est vraiment le pied total. Elles sont longues, étroites, légères. C'est le paradis. Et est-ce qu'avec ces 2 bouteilles, on peut utiliser 2 gaz différents? Non, c'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est de faire une plongée avec un gaz, comme on le ferait avec une bouteille sur le dos, ou un bi-bouteille sur le dos. Quand tu plonges avec un bi-bouteille sur le dos, tes 2 bouteilles sont connectées, c'est le même gaz. Ici, on va garder cette logique-là. On a
un seul gaz et on va passer régulièrement d'une bouteille à l'autre durant la plongée pour garder un certain équilibre entre les deux volumes de gaz. Attends, je comprends pas. Pourquoi tu veux garder un équilibre entre les deux ? Alors, imaginons que je plonge avec 2 bouteilles et que j'en vide une pratiquement et l'autre, je n'y touche pas et qu'à un moment, tu me dises « je n'ai plus d'air ». Je vais te donner un détendeur. Si je te donne le détendeur de la bouteille presque vide, tu vas m'en vouloir. Et si je garde ce même détendeur juste pour moi, il y a un moment donné où je vais être coincé. Donc je suis obligé, si je veux rester en sécurité avec mes binômes, d'équilibrer les volumes de gaz de mes bouteilles pour, en cas ou bien d'incident style panne d'air ou bien incident type givrage, avoir toujours la moitié de mon gaz disponible. Tu nous as parlé aussi de harnais, de portage de ces bouteilles, mais ce harnais, c'est quoi ? C'est un gilet ? Alors, on est à mi-chemin entre les wings dorsales et des gros coussins qu'on irait accrocher dans le dos avec des élastiques. C'est-à-dire qu'on va avoir un harnais de sangle avec une sangle dorsale là où tu aurais le backpack ou la plaque acier de ta wing, une sangle ventrale évidemment, une sous-cutale et 2 bretelles qui vont quitter la sangle dorsale au niveau des omoplates pour faire le tour de tes épaules comme sur un harnais classique, je vais dire, et redescendre vers tes hanches. Et donc, à ce harnais-là, en fonction des modèles, soit on a une wing qui vient être accrochée de manière fixe au harnais, et donc là c'est très pratique parce qu'on a une seule pièce à enfiler quand on s'équipe, soit on peut avoir des modèles de wing un peu plus en forme de grosses cacahuètes, on va dire, qui vont venir se placer dans le bas du dos et s'attacher avec des élastiques autour du corps du plongeur. On vient de parler de matériel aussi, mais voilà, il faut quand même se former. Absolument. Il ne faut pas essayer de plonger en side mount parce qu'on a acheté du matériel en occasion et qu'on se dit que ça a l'air cool et qu'on veut essayer. Et il faut absolument aller au Mexique, si j'ai bien compris. Alors, il ne faut pas absolument aller au Mexique parce qu'on a quand même de très bons instructeurs à la LIFRAS. Même si nous sommes peu nombreux, on a de très bons instructeurs. Par contre, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre, ne serait-ce que pour le réglage du matériel et savoir l'utiliser correctement. Et puis, il y a tout un tas de gestes techniques et d'habitudes liées à la plongée side mount qu'il faut absolument apprendre pour pouvoir plonger en sécurité, autant pour soi que pour son binôme. Qui peut se former ? Alors, on demande juste d'être 2 étoiles, 50 plongées de mémoire, histoire d'être à l'aise déjà soi-même avec sa flottabilité et les notions de plongée de base. Et puis, à partir de là, tout le monde peut apprendre. Et donc, j'imagine qu'il y a une formation théorique. Absolument. Et une formation pratique aussi. Absolument. Il y a les 2 aspects. Il y a une formation théorique qui dure environ 4 heures, qui est très complète et qui va couvrir tout ce qui est type de matériel, comment le choisir, comment le régler, comment l'utiliser, qui va aussi couvrir les différentes procédures propres au side mount, c'est-à-dire savoir identifier le détendeur sur lequel on respire pour être sûr de donner le bon à son binôme en cas de panne d'air, apprendre les gestes techniques et donc bien décomposer tous ces gestes techniques-là. Ça se fait déjà en classe pour qu'une fois qu'on passe aux plongées de formation, ces gestes techniques-là, on les réexplique rapidement, on les montre, on les démontre sous l'eau et le candidat les répète et apprend à les faire au fur et à mesure. Et c'est une formation qui se fait en formation continue, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des plongées qu'on va faire, on va rajouter des petits exercices et des nouvelles compétences qu'on va travailler, mais on va continuer de travailler celles qu'on a apprises à la première plongée jusqu'à la fin du parcours de formation. Et donc, vous demandez combien de plongées alors pour terminer cette formation ? Alors, le minimum requis, c'est 3 plongées. Souvent, il y a quand même une 4e et elle est prévue dans le standard parce que 3 plongées, c'est parfois un petit peu juste. Ce sont des plongées qui durent en général entre 55 et 70 minutes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire dans l'eau puisqu'il y a beaucoup de gestes techniques à travailler et évidemment, on ne va pas les faire une seule fois sur la plonge, on va les répéter pour qu'ils deviennent vraiment le plus possible automatiques. Mais voilà, je suis candidat, je veux passer des brevets, ou bien je suis instructeur et je fais passer des brevets ou des exercices. Que dit le MIL à propos du side mount ? Alors le MIL, il autorise tout pour le side mount. C'est-à-dire que le moniteur qui va former des candidats ou le candidat qui veut se former à un brevet de plongeur peut tout à fait faire tous ces exercices en side mount. Ça a été validé au printemps 2015 par le pôle sécurité et c'est repris dans le MIL depuis 2 ou 3 ans maintenant. Gilles, en tout cas, moi, tu m'as donné envie d'essayer le side mount, mais concrètement, voilà, je demande à qui pour être formé. Ça se passe comment ? Alors, ça se passe bien en général. En vrai, il faut commencer par prendre contact avec la commission technique et avec l'actuel responsable du side mount, du comité side mount, c'est-à-dire Éric Gosselin.
Ces coordonnées, comme l'adresse générale de la commission technique, sont sur le site de la LIFRAS, rubrique contact. Et c'est lui qui va rassembler les demandes des candidats. Et dès qu'il y a un petit groupe de candidats qui se forme, il y a une session théorique qui va se prévoir. Et ensuite, chaque candidat qui aura suivi le module théorique sera libre d'aller trouver l'un ou l'autre instructeur SideMount pour faire ses plongées. L'idéal, évidemment, est toujours de faire ça. Comme les plongées sont relativement longues et se font à faible profondeur, c'est relativement statique. Puisque c'est beaucoup des gestes techniques qu'on va travailler. L'idéal, c'est de faire ces plongées-là à la belle saison entre le mois de juillet et le mois d'octobre, on va dire, puisque c'est là qu'on aura les meilleures conditions en termes de température de l'eau. Mais ça peut tout à fait se faire en hiver, en étanche, quand on n'est pas frileux, à condition d'avoir sa qualification vêtements étanches, puisqu'il y a quand même quelques petits aspects sur les remontées qui vont être travaillés dans la formation. Concrètement, la prochaine formation théorique, elle aura lieu quand ? La prochaine formation théorique, elle aura lieu le 11 juillet à la Gombe. Alors, il y a déjà 5 candidats réellement inscrits. Il y a quelques curieux qui vont venir. Donc, on ne saura malheureusement pas accueillir une grande foule dans la salle de cours qu'on aura à disposition à la Gombe. Mais s'il y a des intéressés, ils peuvent évidemment prendre contact avec la commission ou avec un instructeur SideMount qu'ils connaîtraient. Et puis, je suis la formation théorique, mais je n'ai pas de matériel. Pas de problème. Il n'y a aucun souci de matériel puisque le magasin Aquatop à Mornimont a un partenariat avec la LIFRAS, avec la commission technique, et il met à disposition 2 sets complets pour le SideMount, c'est-à-dire harnais wing et set de détendeur, gratuitement. Alors tout le monde n'habite pas dans la Basse-Sambre, dans la région de la Basse-Sambre. Est-ce qu'on peut louer ce matériel ailleurs ? Le matériel peut se louer dans un magasin de plongée pour autant que le magasin le propose. C'est le cas notamment de chez Dive Factory qui propose à la location du matériel SideMount. Mais je t'avoue que je ne connais pas l'offre de tous les magasins de plongée. Alors, merci beaucoup en tout cas de nous avoir ouvert les yeux, je dirais, sur le SideMount. Voilà, comme tu le dis, vous êtes vachement stylé quand vous plongez en SideMount, mais maintenant on a envie d'essayer nous aussi. S'il y avait un petit mot de conclusion. Alors je dirais que le SideMount est accessible absolument à tout le monde, mais que pour devenir un bon plongeur SideMount, il faut pratiquer régulièrement. Et donc se dire, ouais, je passe ma formation parce que je suis curieux, évidemment ça peut se faire, mais celui qui voudra vraiment plonger SideMount, il faudra qu'il plonge régulièrement pour devenir et rester un bon plongeur. Bien, merci beaucoup Gilles. Merci Michael, c'était avec grand plaisir. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Michael Leclerc. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager ? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt.